Frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. C'est l'heure du Classico et peut-être le Classico le plus équilibré, le plus sexy, le plus emballant depuis très très longtemps. Je pense depuis facile 4-5 ans, voire 6, à l'époque où il y avait CR7, Messi, Neymar, etc. Là, on a les deux équipes enfin qui jouent un football intéressant, qui sont en confiance. Il n'y a pas un espèce de déficit avec une équipe qui doit prouver un petit peu plus à l'autre. Honnêtement, bon courage pour trouver un vrai favori avant ce Classico de feu. Donc j'espère que vous allez bien. On a profité cette semaine, évidemment, le Bayern, mercredi dernier. On a kiffé. Maintenant, on passe à autre chose. Est-ce qu'on n'a pas tous les ingrédients pour avoir un classico de feu de légende ce samedi? On a deux coachs, évidemment, Hansi Flick, Carlo Ancelotti, qui ont déjà gagné plein de titres, dont la Ligue des Champions. Je crois que la dernière fois que le classico avait eu deux coachs qui ont déjà gagné la LDC, c'était en 2015 avec Benitez et Luis Enrique. Déjà, rien que ça, c'est important comme prestige, on va dire. On a enfin des stars et des deux côtés cette fois-ci, parce que récemment, le Real Madrid a fait le plein avec des Vinicius, des Mbappé, des Bellingham. Au Barça, on sait comment ça se passe financièrement, c'était compliqué. Là, je trouve qu'avec Lewandowski, avec Lamine Yamal qui a continué de grandir, on a vraiment deux équipes où on a potentiellement 5 ou 6 joueurs qui pourraient prétendre au Ballon d'Or. Que ce soit Rafinha, Lamine Yamal, Lewandowski côté Barça, et Mbappé, Vinicius et Bellingham côté Real Madrid. Donc enfin des grosses stars. C'est pour ça qu'on disait qu'à l'époque on était pas forcément en défaveur de la venue de Mbappé au Real Madrid, parce qu'on savait que ça allait apporter un petit peu plus d'intérêt à ce championnat-là, au Classico encore plus. Ce sera justement le premier Classico de Mbappé. Ce sera intéressant de le voir comment il se comporte mentalement. Est-ce qu'il a justement les cojones pour répondre présent à l'enjeu, à la pression d'un Classico? C'est pas les mêmes chocs, hein. C'est pas le Classico comme PSG OM, ça n'a rien à voir. Là, Mbappé, il sera attendu, il aura, il le sait, hein, les yeux du monde entier rivés sur lui, en tout cas sur le match. Donc ses prestations vont être forcément épiées, étudiées, scrutées par la presse du monde entier, française, madrilène et j'en passe. Du coup, pour ce choc, on va parler de pas mal de choses intéressantes. Évidemment, l'opposition tactique du Barça et du Real Madrid, les joueurs, l'équipe type du Barça que on pourrait voir demain, les forces en présence évidemment côté madrilène, comment le Barça va jouer aussi le piège du hors-jeu, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont inquiètes par rapport à ça après ce qui s'est passé là face au Bayern Munich et le fait que ça pourrait être pire avec le Real Madrid. Mais j'ai envie de commencer par une chose, hein, c'est le contexte, cette espèce de rapport de force qu'il y a avant le Classico. Pas seulement qui est le favori, mais plutôt qui a l'ascendant psychologique, un petit avantage psychologique avant cette rencontre-là. Parce que oui, un Classico, ça reste du 50-50 si vous voulez, mais au coup d'envoi, je pense qu'il y a toujours un avantage psychologique, un contexte plus favorable à l'une des deux équipes. Et c'est le cas, encore une fois, je pense, avant demain. Alors, il faut garder en tête que c'est un Classico qui se déroulera évidemment au Bernabéu, mais j'ai envie de dire tant mieux. Vraiment tant mieux, parce que je pense vraiment que les meilleurs classicos du Barça se déroulent presque tous au Santiago Bernabéu, et ça date pas d'hier. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai constaté au fil du temps, même s'il y a eu des très bons classicos aussi au Camp Nou, c'est vrai aussi, hein, pas de souci avec ça. Mais Thierry Henry en parlait, je crois, c'était mercredi, avant le match du Barça, et il disait justement que lui, en tant que joueur, il préférait jouer au Bernabéu plutôt qu'au Camp Nou, parce qu'il avait une pression en moins, parce que les supporters adverses, justement, en étant très hostiles, vous motivaient en fait. Ils se nourrissaient de l'hostilité des supporters adverses. Et c'est hyper important parce que, franchement, là, avant mardi dernier, avant le match de LDC entre Dortmund et le Real Madrid, hein, je vous aurais dit à 100% que l'avantage psychologique, l'ascendant psychologique plutôt, était en faveur du Barça. Et ensuite, il s'est passé ce qui s'est passé mardi soir, le match Real-Dortmund. Le Real est mené 2-0 à domicile par Dortmund, 0-2 plutôt, et renverse la rencontre pour gagner 5-2. Je pense qu'à la fin du match, les joueurs du Real, je pense qu'ils étaient chauds pour le Classico. Ils se sont dit, voilà, on a souffert, mais ça montre encore une fois qu'on peut le faire, qu'on est monté en puissance et que rien ne peut nous arriver. Donc la confiance qu'ils ont accumulée pendant ce match-là et jusqu'à la fin de la rencontre, je pense vraiment, je suis même sûr que ça leur a fait énormément de bien. Donc à ce moment-là, je pense qu'ils avaient repris peut-être l'ascendant un peu plus, ils s'étaient remis au niveau du Barça. Sauf que, évidemment, 24 heures plus tard, qu'est-ce qui s'est passé? Barcelone-Bayern Munich avec une démonstration collective du Barça. Et là, je pense que l'Europe entière a été prévenue. Le Barça a vraiment envoyé un message au Real Madrid. Raison pour laquelle je disais justement en vidéo que c'est important que le match entre le Barça et le Bayern ait eu lieu après celui entre Dortmund et le Real Madrid. Ça change beaucoup de choses, je pense, dans les têtes
des joueurs parce que là, on a un Barça qui a fait le plein absolu de confiance. Et justement, maintenant, je pense que le Barça a récupéré l'avantage psychologique avant ce Classico. Ça veut rien dire, hein. Peut-être que demain, le Barça va se faire tartiner par le Real Madrid. La pression, pas la peur, mais la pression a changé de camp. Là, le Real est un petit peu obligé de gagner cette rencontre-là. Un match nul, ce serait pas forcément une bonne opération, pour eux en tout cas, alors que le Barça, même si le Barça perd ce match-là, la route sera encore longue, les deux équipes seront à égalité au classement, donc ce sera loin d'être rédhibitoire. Mais bon, évidemment, on veut que le Barça gagne, en tout cas nous, les fans du Barça. Je parle de ce rapport de force-là parce que ça fait une grosse différence avec ce qu'on a vécu depuis maintenant 2 ans, avec quand même 4 défaites consécutives face au Real Madrid. On a vu à chaque fois un Barça qui arrivait un petit peu, pas avec un complexe, hein, mais pas avec cette espèce de volonté de faire mal au Real Madrid. À part il y a un an jour pour jour, rappelez-vous, au Montjuïc, où le Barça avait bien démarré la rencontre et ensuite a progressivement arrêté de jouer un petit peu. Puis Xavi, ses changements avaient été un petit peu, même très mauvais. Récemment, au mois d'avril, le Classico au Bernabéu, on avait un Barça qui voulait un petit peu limiter la casse, alors que le Barça devait gagner pour prétendre à remporter la Liga. C'était pas forcément un Barça conquérant. Là, on a une équipe, justement, je pense, hein, qui veut faire mal, qui veut marquer les esprits, après ce qui s'est passé face au Bayern Munich. D'où l'importance d'avoir gagné ce match-là face au Bayern, parce que maintenant, on a un Barça, c'était vraiment le match le plus important. Le match de mercredi, c'était le plus important de la semaine, de très très loin. Là, on a un Barça qui est prêt à faire mal au Real Madrid, et les Madrilènes, ils le savent. Eux, ils ont plus à perdre que le Barça. Et quand tu joues un Classico à domicile, tu as toujours en plus pression supplémentaire du coup, de devoir satisfaire tes supporters, de ne pas te foutre la honte à domicile. C'est justement une pression qui pourrait s'ajouter à la tête des joueurs du Real Madrid, en tout cas en début de match. Donc voilà pour l'aspect psychologique de la rencontre, et pour toutes les raisons qui me font dire que le Real Madrid a plus la pression que le Barça. Ils sont deuxième au classement, dans le jeu c'est plus compliqué, même s'ils gagnent, ils sont invaincus en Liga, etc. Ça reste beaucoup moins flamboyant et cohérent que ce que fait le Barça. Ils ont des blessés, et non des moindres, hein. On parle de Thibaut Courtois, qui a encore fait des miracles là, mardi face à Dortmund, il ne sera pas là. Alors ils ont une bonne doublure, hein, à savoir Lunin, qui est très bon, pas de souci avec ça, mais ça reste un gardien qui est un peu plus normal, qui va pas faire des miracles autant que Thibaut Courtois. Donc ça peut compter lors de ce match-là, et même psychologiquement, hein, pour des joueurs comme Rafinha, Lewandowski et Lamine Yamal, avoir un Lunin et un Thibaut Courtois, mentalement, c'est pas la même approche, hein. Loin de là, vous n'avez pas cette espèce de devoir d'avoir une finition absolument parfaite pour marquer et mettre le ballon au fond des filets. Ensuite, Rodrigo s'est blessé cette semaine aussi en LDC, et il y en a pas mal qui pensaient que c'était une bonne nouvelle pour le Barça. Pas forcément, j'ai envie de dire, parce que ça va forcer Ancelotti à revenir avec un milieu de terrain à 4 joueurs. Bah, c'est le système qui leur plaisait le plus. Il y a un an de ça, ils sont partis gagner la LDC. Là, on verra s'ils jouent comme ça avec Bellingham derrière Mbappé et Vinicius. Ça veut dire qu'un milieu de terrain densifié, est-ce qu'ils vont subir autant qu'ils ont subi ce mardi-là? Pas sûr non plus. Et maintenant, côté Barça, bah, je pense qu'on aura l'équipe type, la même équipe exactement que celle qu'on a vue du coup ce mercredi face au Bayern Munich. C'est important, on a des joueurs qui ont eu un jour de moins de récupération. Et je pense que ça peut jouer sur le choix de mettre Fermin Lopez ou Dani Olmo pour cette rencontre-là. Il s'est beaucoup dépensé à Fermin Lopez, il a fait un match de crack. Mais voilà, je pense que la fatigue, le fait qu'il revienne de blessure depuis pas très longtemps, ça peut inciter, pas forcer, mais inciter Hansi Flick à faire jouer Dani Olmo qui sera un peu plus frais que Fermin Lopez. Mais bon, les deux joueurs sont vraiment sur en confiance. Même l'entrée de Dani Olmo, elle est intéressante face au Bayern Munich. Donc vraiment, je laisse le choix à Hansi Flick, on le fera confiance, hein. On le laisse bosser, on lui fait confiance à 1000%. L'intérêt par contre de Dani Olmo, c'est que lui, contrairement à Fermin Lopez, c'est un joueur qui sait jouer à la fois quand le Barça jouera haut et aussi en transition rapide, comme ça a été le cas face au Bayern Munich, où là, vraiment, Fermin Lopez a excellé, ça c'est sûr et certain, parce que voilà, il y avait de l'espace, et dès la première minute, il a exploité l'espace qu'il avait devant lui, ça, j'adore ça évidemment. Mais Dani Olmo, ça me surprendrait même pas que le Real, après ce qui s'est passé là mercredi avec le Bayern, que le Real joue beaucoup moins haut que l'a fait le Bayern, c'est même sûr, hein. Ils vont mettre un espèce de bus et défendre très bas. Donc dans ce genre de configuration-là, avoir un Dani Olmo qui sait jouer justement dans les petits espaces, ça peut être un peu plus intéressant. Ensuite, forcément, je voulais parler du piège, du hors-jeu qui fait forcément débat, à savoir est-ce que le Barça va être encore plus culotté, là c'est du culot maintenant qu'on parle maintenant, à jouer aussi haut que ça face au Real Madrid. Je pense que oui les amis, on ne voit pas le Barça d'Hansi Flick changer son dispositif à cause de Mbappé et Vinicius. Cela dit, on avait peur quand même face au Bayern de voir le Barça jouer hyper haut, ils l'ont quand même fait, mais le Barça l'a fait avec des petits ajustements quand même, notamment après le but du 1 partout, on avait un meilleur pressing
de la part des attaquants du Barça. Et en plus, on oublie quand même que c'est des joueurs qui étaient hyper rapides, hein. Je parle de Gnabry, de Olise, de Kingsley Coman, et pourtant, on n'a pas forcément vu un Barça qui a souffert une fois qu'il était bien en place. Et la clé, pour moi, ce sera évidemment d'ouvrir le score, comme à chaque fois face au Real Madrid, c'est savoir qui marquera en premier. Si le Barça marque en premier, après cette ligne du hors-jeu-là, elle va, je pense, être très compliquée pour le Real Madrid de la faire sauter, de passer au-dessus cette ligne de défense du Barça. Si le Barça marque en premier, on pourrait très bien avoir un Real Madrid qui joue, du coup, qui déjoue comme on l'a vu mercredi avec le Bayern Munich. Parce que ça va les forcer à sortir aussi, sauf que maintenant, aujourd'hui en 2024 avec Hansi Flick, on a un Barça qui fait tellement mal aussi en transition et en contre que eux aussi ils vont s'en méfier, c'est sûr et certain. Et ça, je pense que le Bayern a été très naïf face à ce Barça-là. Maintenant, c'est vrai que le fait de ne pas avoir Rodrigo parce qu'il est blessé, eh ben, ça enlève une option sur les côtés. Vous voyez, on n'a pas un joueur de profondeur qui joue à côté droit, comme ce sera le cas côté gauche avec Vinicius ou Mbappé, voire les deux. Là, à droite, ce ne sera pas Valverde qu'on verra à la place de Michael Olise, comme c'était le cas mercredi. On aura peut-être un Valverde qui fera des appels de balles, mais qui vont venir d'un peu plus loin, en étant lancé et en venant de derrière. Donc Baldé, Koundé, c'est à vous de jouer aussi. Pour le reste, hein, c'est du classique. Hein. Pedri, Casado, on compte sur vous pour manger ce milieu de terrain adverse qui sera densifié. Hein. Tchouaméni, Valverde, Bellingham. Et en attaque, c'est pareil. Et surtout, j'ai envie de croire que techniquement, Rudiger, Tchouaméni, peu importe qui vous mettez en défense centrale, Militao qui devrait être à droite, eh ben, le pressing du Barça pourrait faire encore plus de mal. On a vu plein de fois un Barça qui a réussi, je me rappelle évidemment de la finale de Supercoupe 2023, avec ce Barça qui avait été incroyable avec Xavi et tout. On se rappelle du pressing du Barça à l'époque. Ce sera forcément l'une des clés. On sait que le Barça peut faire très mal à ces défenseurs-là, encore plus que ce qui s'est passé mercredi. Donc là, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire. S'il faut parler des duels à venir qui seront les clés de la rencontre, comment ne pas parler de Lamine Yamal vs Ferland Mendy. Ferland Mendy, c'est un autre test différent d'Alphonso Davies, mais tout aussi costaud pour Lamine Yamal. Si Lamine réussit et passe encore une fois le test Ferland Mendy, franchement, sachant qu'il a dit en plus en interview récemment que Ferland Mendy avait été le défenseur qui lui a fait le plus de mal, ce sera l'occasion parfaite de voir s'il a grandi par rapport à la dernière confrontation entre les deux hommes. Et puis évidemment le duel Pedri-Bellingham au milieu de terrain, les comparaisons qu'on a tous les jours, tous les jours Pedri qui est meilleur, etc. Lequel est le plus complet, etc. Un autre duel intéressant, c'est évidemment Militao vs Rafinha côté gauche de l'attaque du Barça, parce que Rafinha devrait être titularisé face à Militao, en plus deux mecs qui se connaissent, deux joueurs qui se connaissent très bien. Quand vous avez deux joueurs qui jouent ensemble en sélection ou en club et qui se retrouvent en sélection ou en club aussi, et souvent il y a forcément un avantage psychologique d'un côté ou de l'autre. Après, je ne sais pas pour eux. Et pour finir, évidemment, le duel entre Mbappé et la défense du Barça, Koubarsi. On se rappelle de leur duel là en Ligue des Champions. Koubarsi bien aidé par Araujo à l'époque et même par Koundé, côté gauche de l'attaque du PSG. On a vu un Koubarsi qui avait été franchement hyper intéressant, dominant. Ce sera un peu différent parce qu'il sera directement face à Mbappé, alors qu'il y a 6 mois de ça, il était côté gauche de la défense du Barça. Là, il se rapproche de Mbappé. Il va devoir travailler avec Koundé pour des prises à deux, parfois sur Vinicius et Mbappé. Ça va être un gros test pour lui aussi. Un énorme test pour Koubarsi, qui a relevé à chaque fois, pour l'instant, tous les défis ou presque des gros numéros 9 qu'il a affrontés, dont Harry Kane ce mercredi. Mais bon, j'ai envie de parler de la défense et de l'équipe entière, du bloc équipe entier. Ça veut dire, comme on l'a dit depuis le début de la vidéo, avoir un bon pressing, avoir une ligne de défense hyper haute, avoir un Iñaki Peña qui sort de ses cages. Ce qui est bien avec lui, c'est que même s'il est moins bon que Ter Stegen sur sa ligne, au moins lui, tactiquement, il est courageux. Il n'hésite pas à sortir de ses buts, parfois un petit peu de manière hasardeuse, c'est vrai, mais au moins il respecte cette consigne tactique demandée par Hansi Flick qui fait que quand l'adversaire balance des ballons dans le dos de la défense, il n'hésite pas à sortir. Ça, c'est important. Comme ça, l'action est coupée, tu soulages ta défense et voilà, tu prends pas de but. Bref, voilà pour ce match-là qui me hype. Je commence à être trop bavard. On va laisser parler les poètes, tout simplement. Encore une fois, gardons en tête que l'ascendant psychologique et l'espèce de rapport de force en début de rencontre est hyper important pour un match comme ça. Donc, objectif, les 3 points forcément qui vont pas t'assurer d'aller gagner la Liga. Loin de là, le chemin sera encore très long. Même si tu perds ce match-là, rien ne sera perdu. Mais tu prends une grosse option quand même. 6 points d'avance. Si tu gagnes ce match-là, tu assommes la Liga, tu mets un gros coup au moral du Real Madrid pour les prochains matchs en LDC et aussi en Liga, et même pour la Super Coupe d'Espagne
là, qui aura lieu en janvier prochain, pardon, et ben, ce sera aussi important d'avoir gagné ce match-là pour le rapport de force qui sera inversé, en fait. Donc voilà, les frères, on a tout pour vivre un classico historique pour le Barça. Je ne sais pas si vous le sentez comme moi, peut-être que le Barça va perdre, hein. Je ne dis pas que le Barça va gagner. En tout cas, le contexte, l'avant-match, ce qui s'est passé juste avant, les joueurs présents et tout, la confiance, le classement aussi, c'est important. Eh ben, je ne sais pas si vous sentez comme moi, mais moi, avant les grandes victoires, le 6-2, le 0-4, toutes ces grandes victoires-là, je sentais que le Barça pouvait faire un grand coup. Je ne savais pas quel point, mais je sentais que ça pouvait arriver. Et là, on a des circonstances qui pourraient être favorables pour que ça arrive. Après, un match, c'est jamais prédit d'avance, hein. Tu peux te manger un penalty, tu changes un match complètement, un carton rouge, une ouverture du score comme c'est arrivé là mercredi face au Bayern qui change le match, hein. Et ça justement c'est imprévisible, mais pour éviter que ça arrive, il faut justement maîtriser, être concentré dès le début du match pour que tous les éléments extérieurs, hein, l'arbitre, les rouges, les penalties, un défenseur qui fait une boulette, un CSC, un coup de pied arrêté trop tôt, etc. Faut vraiment éviter que ça arrive en ta défaveur au début du match. Et si ça n'arrive pas ensuite, si on a un match maîtrisé, qui tourne pas au match complètement fou et qui part pas en sucette, et ben je pense que le Barça a toutes les armes pour non seulement ouvrir le score, mais ensuite faire mal encore et encore et encore sur 95 minutes à ce Real Madrid là. Rendez-vous évidemment après la rencontre. Voilà les frères. Bonne journée à tous et rendez-vous très vite. Ciao.